Bonjour, toi qui t'ennuies peut-être derrière ton écran. Sois le bienvenu dans la FAQ des 1000 abonnés. Le principe de la FAQ, vous m'avez posé des questions, j'y réponds en vidéo. Une question qui revient beaucoup concerne mon passé, mon parcours. Quelles études as-tu fait? Quel est ton travail? C'est quoi ton parcours scolaire, etc. Alors mon parcours, j'ai commencé par un bac S et ensuite j'ai fait une licence de physique. Parce que j'avais repéré une troisième année de licence un peu particulière qui s'appelait EICS, Enseignement, Information et Culture Scientifique, qui me branchait franchement pas mal. Mais pour faire cette licence, il fallait 2 années d'une autre licence scientifique ou littéraire. Une licence littéraire, je me voyais pas du tout dedans, j'aimais bien la physique. Avant, je voulais faire de l'astrophysique, donc ça s'en rapprochait un peu. Donc j'ai fait mes 2 années de physique et j'ai postulé pour cette licence, la troisième année, qui a malheureusement été supprimée l'année où je voulais la faire. Autant vous dire que j'étais dans une grande joie. J'ai quand même terminé ma licence de physique, tant bien que mal, hein. Je me suis accrochée comme j'ai pu, mais j'ai un peu galéré sur la fin, je dois avouer. Parce que sinon, j'avais tout simplement perdu 2 ans de ma vie. Donc j'ai eu ma licence de physique au final, et j'ai fait une année de pause parce que je savais que je voulais continuer les études, mais pas en physique pure et dure. Trop théorique, pas assez concret pour moi. Donc j'ai fait une pause pendant 1 an où j'ai travaillé en tant qu'animatrice scientifique avec des enfants. Donc j'animais des ateliers de sciences, de robotique et d'informatique avec des enfants et des adolescents. C'était une super expérience. J'ai fait ça pendant 1 an et je suis ensuite partie en master de journalisme scientifique, ce que je fais actuellement. Là, je suis en train de terminer ma première année. C'est vraiment super sympa comme master. Il y a beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de choses concrètes, on a une petite promo, il y a une bonne ambiance au sein de la classe, c'est assez cool. Et actuellement, je suis en stage, pour finir cette première année de master, dans la boîte de production qui réalise, entre autres, E égale M6. Voilà. D'où te vient ta passion pour l'espace? Alors ça aussi, c'est une question qui est revenue souvent. Ma passion pour l'espace, elle est là depuis très très longtemps, depuis que j'ai peut-être 3 ou 4 ans. Parce que j'allais beaucoup avec ma maman à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et là-bas, il y a un planétarium. Donc elle m'a emmenée au planétarium. Il paraît que la première fois, j'ai eu très très peur et j'ai beaucoup pleuré, mais très vite, j'ai compris qu'en fait, les étoiles, c'était super beau. Elle m'a beaucoup emmenée à la Cité des Sciences, on discutait avec les médiateurs scientifiques, et c'est un peu eux qui m'ont transmis toute cette passion pour les étoiles et pour les sciences. Merci les médiateurs de la Cité des Sciences, sans vous, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et donc cette passion pour l'espace, elle est vraiment là depuis très longtemps et j'avais plein de livres sur l'astronomie, je pouvais réciter la vie, la mort d'une étoile par cœur avec les températures, etc. J'ai tout oublié depuis. Et voilà, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté. Alors j'ai eu des périodes où je m'y intéressais un petit peu moins, ça m'intéressait toujours, mais j'avais moins le temps de lire des livres, de me renseigner. J'avais pas encore d'ordinateur personnel pendant un moment, donc j'avais pas accès à tout ce qui était sur internet. Mais c'est toujours quelque chose qui est resté quelque part au fond de moi. Et voilà, il y a quelques années, je me suis replongée complètement et ça m'a fait beaucoup de bien. As-tu un gros projet que tu aimerais concrétiser, qui te fait rêver, que ce soit sur YouTube ou ailleurs? J'ai pas de gros projet. J'ai plein d'idées dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire. J'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les moyens, parce que pour beaucoup de choses qu'on veut faire, il faut de l'argent, hein. Sur YouTube, mais pas seulement. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors, pain au chocolat, et le Mont-Saint-Michel, il est au Normand, ok? Est-ce que tu as suivi des cours pour le dessin? Alors non, je n'ai pas suivi de cours de dessin, mais j'ai eu la chance de grandir dans un environnement super créatif. Ma maman est artiste peintre, et donc comme je l'ai toujours vu faire quelque chose de ses mains, je pense que ça a peut-être un petit peu aidé. Alors si, quand on était petite, elle nous donnait des cours avec des amis, mais j'ai pas ce souvenir d'avoir fait de l'aquarelle avec elle. J'ai souvenir de feutre, de pastel, j'ai souvenir d'avoir fait un dessin à la pastel assez moche avec elle, mais l'aquarelle, ça me dit rien. Donc non, j'apprends vraiment sur le tas, en pratiquant. C'est pour ça que vous aurez remarqué, je ne sais pas dessiner les gens, ou quand je dessine des gens, les mains, c'est des moufles parce que les doigts, c'est compliqué. Ce que je fais des fois, c'est quand je vois d'autres gens dessiner, je vais regarder un petit peu comment ils font leur technique et m'inspirer et essayer des choses, et souvent ça marche pas, mais au bout du compte, on arrive quand même à avoir des choses qui sont potables. Penses-tu refaire une vidéo dans un endroit dédié à l'espace, comme la vidéo du Salon du Bourget? Alors oui, j'aimerais beaucoup. Le terrain, c'était vraiment une super expérience, je me suis beaucoup amusée. Par contre, si je refais quelque chose comme ça, je serais beaucoup plus organisée.
Parce que ma vidéo au Salon du Bourget, en fait, c'était ma première expérience sur le terrain. Donc en fait, on est parti avec Justine, avec la caméra, le trépied, les cartes mémoire. Déjà, j'avais qu'une seule batterie. Niveau matériel, j'avais pas grand-chose. Et j'avais rien préparé. Je me suis vraiment dit, allez, on va filmer, et à la fin, on fait une vidéo. Alors si, je savais déjà qu'il y a quelque chose que je voulais voir, mais j'avais vraiment rien écrit. L'interview avec Claudie Aigneret, c'était absolument pas prévu. Je l'ai croisée et je lui ai couru après. Je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous accepteriez une petite interview rapidement en vidéo ? Et elle a dit oui. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que je pensais pas qu'elle dirait oui et j'avais jamais fait d'interview d'astronaute avant. Et oui, la chose rigolote aussi, c'est que l'interview de Claudie Aigneret, c'est la deuxième interview de toute ma vie. Parce que la première interview de toute ma vie, c'est celle que j'avais fait juste avant, celle qu'on voit avant dans la vidéo du Salon du Bourget. Donc voilà, je connaissais pas très bien mon matériel, j'ai honte, j'ai très honte en vrai. Mais j'aimerais beaucoup refaire des vidéos sur le terrain, mieux préparées. Je sais pas quand, je sais pas où encore, mais c'est quasiment sûr que ça j'en referai. Penses-tu un jour expérimenter l'apesanteur? À quand la vidéo en 0G? Je sais pas. Bientôt, j'espère. Le problème c'est qu'un vol en 0G, ça coûte 6 000 €, il me semble. Et j'ai pas 6 000 €. Parce que je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos, puisque pour être monétisé, il faut avoir 1000 abonnés, donc ça c'est bon, on vient de les passer, et avoir 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui regardent vos vidéos pendant 4000 heures, pendant un an, enfin chaque année, pour que les vidéos puissent être monétisées. J'en suis très loin. La dernière fois que j'ai regardé, je crois on était à quelque chose comme 300 heures. Et parce que je poste pas régulièrement, donc YouTube, je suis pas très intéressante pour lui, donc voilà. Donc pour l'instant, je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos, donc les 6 000 €, je les ai pas. Donc pour l'instant, à moins d'être invitée par Novespace, coucou Jean-François Clairvoy, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis intéressée pour un vol en 0G. Le vol en 0G, c'est pas prévu. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la vulgarisation dans le YouTube game? Encore une fois, la Cité des Sciences. En fait, à la base, comme je dis, j'allais beaucoup à la Cité des Sciences avec ma maman. On discutait avec les médiateurs scientifiques et ma maman m'avait expliqué que les scientifiques, c'était des chercheurs. Elle m'avait dit il y a des chercheurs en plein de choses. Il y en a qui vont chercher des choses sur la vie, il y a des chercheurs qui vont chercher des choses sur l'histoire, etc. Et donc moi, je disais que je voulais être chercheuse d'étoiles. Ça voulait dire astrophysicienne. Bon, très vite, je me suis rendu compte que la recherche, c'était pas pour moi. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu répétitif. Et chercher toute ma vie pour potentiellement jamais rien trouver, je dois avouer que c'est pas quelque chose qui m'ambiance vraiment. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre et qu'est-ce qui existe d'autre en lien avec la science, mais quand même pas que de la science, c'est la vulgarisation scientifique. Donc je me suis dit, allez, je sais pas quoi encore, mais je vais essayer de communiquer les sciences aux gens, je vais essayer de donner envie aux gens d'aimer la science, parce que la science c'est super intéressant, faut pas en avoir peur. Donc on peut dire que ce qui m'a donné envie de me lancer dans la vulgarisation scientifique, c'est le fait de vouloir travailler avec les sciences, mais sans moi-même faire la science. Donc j'ai trouvé que c'était un bon compromis. En plus, il y a le côté grand public, le côté communication qui au final me plaît beaucoup. J'aurais jamais pensé ça étant petite, mais en vrai, j'adore ça. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de donner envie aux gens de s'intéresser aux sciences, de remarquer tout ce qui est magnifique dans la science et surtout dans l'astro. Et concernant le YouTube game, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête pendant un petit moment quand j'étais en licence, mais j'avais pas le temps du tout. J'en avais envie, mais comme je voulais finir cette licence de physique et que je galérais, je travaillais pas mal juste pour avoir des bonnes notes pour valider. Et j'avais pas le temps de faire ça à côté. Mais ça me traînait quand même dans la tête depuis un moment. Et donc quand j'ai décidé de faire une année de pause, je me suis dit, allez, pendant cette année, je lance cette chaîne. Je vais faire une vidéo sur la mission Rosetta Philae. Cette mission, elle a une place particulière dans mon cœur, j'en suis complètement tombée amoureuse. Et je me suis arrangée en fait pour faire tous mes exposés de licence, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit de 5 minutes, de 10 minutes, de 45 minutes, sur cette mission. Donc c'était un sujet que je maîtrisais assez bien. Et comme la fin de la mission était le 30 septembre, je me suis mis comme objectif, avant le 30 septembre, il y aura une vidéo de sortie. Elle vaudra ce qu'elle vaudra, peut-être que personne ne la regardera, mais au moins j'aurai essayé et ce sera le début de quelque chose, j'espère.
Que penses-tu de l'ère de la post-vérité et de comment le métier de journaliste est devenu l'un des moins aimés dans les sondages? Et justement, que pourras-tu faire en tant que futur journaliste pour lutter contre ça? Alors je trouve ça dommage que le métier de journaliste se soit autant dégradé. La mission pour moi d'un journaliste, c'est de trouver des sources fiables, de s'informer pour informer les autres. Je trouve qu'on est dans une époque où le plus important, c'est le contenu. Le contenu, pas dans le sens c'est quoi le contenu, mais dans le sens il faut qu'il y ait du contenu. Donc les sources, on s'en fiche. D'où ça vient l'information, on s'en fiche. Tout ce qu'il faut, c'est publier, publier, publier. Et c'est dommage parce que du coup, ce qui est publié, c'est pas forcément vrai, c'est pas vérifié. C'est regrettable, c'est pas ça le travail d'un journaliste. Le fait que le métier de journaliste soit un des moins aimés dans les sondages, je l'ai pas vérifié, j'ai pas vu de sondage disant ça, mais ça peut se comprendre quand même assez facilement. Du coup, les journalistes, ils sont vus comme des gens qui veulent juste donner de l'information, qui est pas forcément fiable, et souvent ils racontent n'importe quoi. Et donc en tant que futur journaliste, ce que je pourrais faire, je pourrais pas changer les choses à moi toute seule, ça c'est sûr. Mais dans ma façon de travailler, je pourrais moi faire en sorte d'être fiable, je pourrais tenter au maximum de prendre le temps de vérifier l'information, de citer mes sources. C'est quelque chose que je trouve dommage aussi dans beaucoup d'articles. Dans beaucoup d'articles journalistiques, il y a très rarement les sources. Il y a des choses qui sont dites, mais on ne sait pas d'où ça vient. Que ce soit dans le journalisme scientifique ou ailleurs. J'essaye dès aujourd'hui de faire en sorte de savoir d'où vient l'information. Je préfère dire je sais pas plutôt que dire des bêtises. Bon, ça m'empêche pas de dire des bêtises des fois, mais quand j'en dis, vous remarquerez, je les corrige. Comment vois-tu l'avenir de la science dans la population française avec cette tendance des 15-25 ans à ne pas approfondir les sujets? Je sais pas. Illustration de la réponse précédente. En vrai, j'ai pas remarqué de tendance particulière des 15-25 ans à ne pas approfondir les sujets. Il y a encore malheureusement beaucoup de gens pour qui la science est quelque chose de mystérieux, quelque chose qui fait peur, quelque chose qu'on comprend pas. Alors que pourtant non, les scientifiques sont gentils. Les scientifiques sont nos amis. Ils font pas peur. Hein, les scientifiques? Je reste positive parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste quand même. Quand on regarde en licence de physique par exemple, il y a encore plein de monde, donc c'est pas que les gens sont complètement désintéressés. Il y a encore des gens qui veulent faire de la recherche, il y a encore des gens qui sont passionnés, donc il y aura encore des scientifiques et la science continuera de se faire. Après, comment elle sera reçue par le public, ça j'en sais rien. C'est pour ça que je fais tout pour donner envie aux gens de s'y intéresser. Que pensez-vous de ces projets émergents et de plus en plus concrets de visiter Mars? Possible à réaliser dans les prochaines années, les entreprises du spatial tiendront-elles les délais cette fois-ci? Aussi résumé, tu penses quoi les missions martiennes? Concernant les missions habitées vers Mars, je suis assez partagée. D'une certaine manière, Mars, ça fait rêver. S'il y a une autre planète, c'est un autre monde, je rêverais d'y aller. Mais d'un autre côté, Mars, c'est aussi un monde où il n'y a pas d'humains. Et ça, c'est quand même chouette. Si on y va, on risque de souiller. Imaginons qu'on y aille. On s'installe là-bas, etc. Et qu'on continue à faire des recherches parce qu'on cherche toujours des potentielles traces de vie passées sur Mars. Et on trouve quelque chose. On trouve des traces de vie. Et comment on pourra savoir que ce ne sont pas des traces de vie que nous avons ramenées? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment partagée sur ce sujet. Concernant les délais, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, j'ai pas les connaissances pour savoir si dire qu'on ira sur Mars dans 40 ans par exemple est vraisemblable ou pas. D'une certaine manière, des nouvelles technologies peuvent être découvertes super vite et ça peut grandement accélérer les choses, ou d'un autre côté on peut manquer de financement et du coup il y aura rien du tout et ça n'avancera pas et on sera sur Mars dans 100 ans. Ou peut-être qu'il y aura entre temps des choses qui seront signées comme quoi on ne va pas sur Mars parce qu'on ne va pas souiller avec notre vie à nous, le monde immaculé qu'est Mars. Donc je sais pas. Que penses-tu de cet article qui dit que les preuves s'accumulent pour un 9e planète alors que l'excentricité de son orbite est de 0,92? Je vous mets l'article dans la description pour ceux qui voudraient regarder. Alors j'ai regardé vite fait et je n'ai tout simplement pas les connaissances pour en juger. Effectivement, généralement les orbites des planètes sont plutôt circulaires, à part celle de Pluton qui est assez allongée mais qui est très loin de 0,92 il me semble. Donc je saurais pas répondre. S'il y a des gens qui ont des vrais avis dessus, qui ont les connaissances, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans l'astronomie? Bon courage. Effectivement, c'est une question compliquée. Je dirais que ce sont les images, les merveilleuses images comme celle de Hubble, parce que c'est elles qui m'ont fait vraiment tomber amoureuse de l'espace.
Même s'il y en a beaucoup, effectivement, c'est pas des vraies couleurs, etc. Mais c'est quand même ce genre d'image qui m'a fait rêver étant petite, qui me fait toujours rêver, et qui me fait dire que l'espace, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Si tu étais une capitaine pirate de l'espace, qui prendrais-tu dans ton équipage? Et plus sérieusement, quelle est la découverte récente qui t'a le plus retourné la tête? Si j'étais capitaine pirate de l'espace dans mon équipage, déjà, je prendrais Jim Hawkins de la planète au trésor parce que c'est mon crush de quand j'étais petite. Et en plus, voilà, il sait faire plein de choses, ce garçon est merveilleux, il sait même éplucher les patates. Sinon, on n'a qu'à dire que je suis une capitaine pirate super importante, donc j'ai plein de vaisseaux et un équipage immense. Et comme ça, je vous emmène tous. C'est bien, non? La découverte récente qui m'a le plus retourné la tête, je suis restée coincée sur la mission Rosetta Philae en fait. Donc tout ce qui concerne le Tchouri, en fait, ça m'émerveille. Si Alice était pirate, croyez-vous qu'elle arraisonnerait le vaisseau de voyage vers Proxima B? Alors je sais pas ce que ça veut dire arraisonner, mais dans le doute, oui. Gare à vous, docteur Karasu. Si tu avais le pouvoir de décider entre une mission habitée vers Mars ou la construction d'un télescope spatial type Hubble de 100 mètres de diamètre, tu choisis quoi? Alors je fais une mission habitée vers Mars et je mets en orbite autour de Mars un télescope spatial de 100 mètres de diamètre. Imagine que tu pénètres dans un trou noir, que découvres-tu de l'autre côté? Le ventre de la tortue sur laquelle reposent les éléphants, sur lesquels repose la Terre plate. Si tu devais aller un jour dans l'espace, quelle chanson et quel objet emmènerais-tu avec toi? Alors, comme j'ai pas envie de choisir une chanson, je choisirais un objet qui me permette d'écouter plein de chansons. Combien es-tu payé par les reptiliens Illuminati de la NASA pour nous cacher la Terre plate? Parce que bon, moi j'ai l'impression de me faire un peu avoir. Très cher. Très très cher. Plus sérieusement, comment t'es venue la passion de l'espace? Déjà répondu. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans l'univers? Tout. Qu'est-ce qui te laisse bouche bée, brain freeze, complètement mind blown? Ta capacité à mettre des mots anglais dans une phrase en français. Et si tu avais la possibilité de te rendre où tu voulais, sans contrainte de temps de voyage, genre téléportation, où irais-tu? Dans le système solaire, hors du système solaire? Si j'ai pas de contrainte de temps de voyage, j'irai partout en fait. Je me baladerai un peu partout, donc j'irai sur la Lune, j'irai faire un tour sur Mars, j'irai sur Jupiter, mais ça va être compliqué. Alors bien sûr, on imagine que j'ai des combinaisons spatiales et tout ce qu'il faut pour aller avec, parce que c'est bien beau aussi de dire allez, je vais voir Saturne, et que en fait, je me retrouve dans les anneaux de Saturne, et donc là-bas, c'est pas très respirable quand même, et que je meurs, ça vaut pas le coup. Donc voilà, avec l'équipement qu'il faut, etc., j'irai visiter tout en fait. Mais j'irai faire un petit tour sur Tchouri, forcément, mais j'irai dans plein d'endroits. Alors ce que je voudrais faire, ce serait aller voir de mes propres yeux les endroits des photos magnifiques qu'a pris Hubble, genre la tête de cheval, etc. Alors je pense qu'en vrai je serais déçue parce que ça devrait pas du tout ressembler à ça, mais quand même ça doit être assez stylé. Penses-tu qu'on va un jour s'établir de manière permanente hors de l'orbite basse terrestre? Oui, je pense. Je sais pas quand, mais je pense, j'aimerais bien en tout cas. Et évidemment, combien tu mesures? Hashtag banana for scale. Combien mesures-tu? Hauteur mesurée en banane, bien sûr. À peu près tout ça. Est-ce que tu vas t'acheter une tenue d'astronaute à ta taille? Eh bien, quand on mesure autant de bananes, forcément, une tenue d'astronaute à sa taille, ça coûte cher. C'est pourquoi j'ai lancé une page Utip, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder volontairement des publicités pour me faire gagner quelques centimes. Si vous êtes contre les publicités, vous pouvez aussi faire des dons directement, ça peut être 50 centimes, 1 euro, ça peut être plus si vous êtes très riche et très généreux. Et tout l'argent récolté servira à m'acheter une tenue d'astronaute qui sera à ma taille, puisque la dernière tenue d'astronaute avec laquelle vous m'avez vu, pour certains d'entre vous sur Twitter, allez dans le doute, je vous mets la photo là, elle était un peu petite, et c'était pas la mienne. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment lancé ma page Utip, mais l'argent ce sera pour acheter du matériel pour les vidéos. Donc déjà il y aura un micro, si on gagne vraiment plein d'argent, ce sera pour acheter un ordinateur pour faire du montage beaucoup plus vite, parce que celui-là, il est bien, mais disons qu'il chauffe un petit peu quand même. Et aussi payer des déplacements si je retourne faire des vidéos sur le terrain, etc., etc. Je vous mets le lien dans la description. Peux-tu résoudre cette image mystère faite juste pour toi? Alors, si vous êtes sur Twitter et que vous ne connaissez pas les images mystères d'Astropierre, allez suivre Astropierre tout de suite. Je vous mets son Twitter dans la description parce que cet homme est génial. Et ce qu'il fait, c'est qu'il poste chaque jour, ou presque, une image. On ne sait pas ce que c'est l'image mystère, c'est le but. Et il faut trouver ce que c'est. Donc on peut poser des questions, etc. Et à la fin de la journée, il donne la réponse. Et voilà, souvent c'est rigolo. Et donc concernant cette image qui apparaît ici, là, quelque part, je suis sympa. Je vous la mets aussi grâce à la magie du montage.
Ce sont des dauphins bananes qui prennent un bain de raisin tout en mangeant des groseilles. C'est ça? Quelle a été ta démarche scientifique pour choisir la banane plutôt qu'un autre fruit-légume afin de lancer ta nouvelle échelle de mesure? Ah, le Banana for Scale, encore une fois. Eh bien, je dois vous avouer quelque chose. Le Banana for Scale, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais, je sais, vous êtes déçus. En fait, j'ai vu ça sur 9gag. Je l'ai vu passer plusieurs fois où il y avait des choses diverses et variées postées avec une banane à côté pour montrer l'échelle. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, je l'ai utilisé moi-même l'année dernière pour la première fois lors de la nuit des musées où je suis allée au musée du Bourget avec 2 copains. Et à un moment, l'un d'eux m'a dit « Est-ce que tu peux te mettre sous le train d'atterrissage du Concorde, s'il te plaît, pour faire l'échelle ?» Donc je m'y suis mise et je me suis souvenue que j'avais une banane dans mon sac. Donc j'ai sorti la banane et donc on a une magnifique photo du train d'atterrissage du Concorde avec une hélice pour l'échelle et une banane pour l'échelle. Et donc voilà, le Banana for Scale était né dans ma vie. Donc c'est pas vraiment scientifique, mais c'est quand même stylé, genre une règle des centimètres pour couper. Non, ça veut rien dire. La banane, ça parle à tout le monde. Pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Elle a dû avoir une enfance difficile, faut pas lui en vouloir. Je souhaiterais connaître tes astuces pour étudier efficacement. Techniques de mémorisation, organisation de travail, support utilisé pour étudier. Je souhaiterais également savoir comment as-tu su quelle étude te correspondait le mieux et tes motivations pour poursuivre ton but. Alors déjà, être présent en cours et suivre attentivement. Pas faire autre chose en même temps. Si à côté vous êtes sur votre téléphone ou vous discutez avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas retenir ce qui se passe dans le cours. Vous êtes là pour être là, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Si vous écoutez attentivement, vous faites des efforts pour comprendre ce qui se dit, vous verrez que niveau apprentissage, ça marche quand même beaucoup mieux. Je dirais qu'il faut plus chercher à comprendre plutôt que chercher à apprendre. Apprendre quelque chose par cœur, ça sert à rien. Comprendre quelque chose, par contre, ça sert tout le temps. En mathématiques, dans la vraie vie, c'est pas nécessaire de connaître toutes les formules par cœur. On a toujours accès à Internet, à son cahier. Tout ce que ça peut nous rapporter d'apprendre quelque chose par cœur, c'est d'aller beaucoup plus vite. Si par exemple tu fais 10 calculs, et dans ces 10 calculs tu as besoin de 10 fois de la même formule, la première tu vas la recopier parce que tu la connais pas, la deuxième encore, la troisième tu vas essayer de deviner mais il faudra vérifier parce que t'es pas trop sûr, etc. etc. Et la 10e fois, tu la connaîtras par cœur en fait. Plus tu pratiques, plus tu apprends les choses. Pour mémoriser quelque chose, faut l'utiliser. J'ai pas de recette magique pour apprendre par cœur, à part relire et relire et relire. Je suis vraiment très mauvaise pour apprendre quelque chose par cœur. C'est un exercice que je sais pas faire, je suis vraiment très nulle à ça. Niveau organisation du travail, je sais que c'est bien de faire des plannings, de voir un petit peu ce qu'on doit faire pour quand. Comme ça, on peut s'organiser et on peut le faire à l'avance. Parce que quand on fait les choses à l'avance, en vrai, c'est beaucoup moins stressant. Je suis beaucoup plus efficace quand je suis pas en stress. Parce que si je fais tout au dernier moment, j'y arrive pas. Genre tout faire pendant la nuit, la veille, ça marche pas pour moi, je sais que c'est mort. Donc je préfère m'organiser, savoir que 2 jours avant, c'est fait et on n'en parle plus, comme ça je peux faire les autres choses que j'ai à faire après. Ça c'est en théorie, en pratique ça marche pas toujours comme ça. Support utilisé pour étudier, un stylo et une feuille. Enfin un cahier parce que sinon les feuilles je les mélange et je les perds, donc c'est embêtant. J'aime pas prendre des notes sur mon ordinateur, j'arrive mieux à écrire à la main et je pense qu'on mémorise mieux quand on écrit à la main pour un petit peu réfléchir aux mots qu'on écrit. Enfin, après j'en sais rien, hein. J'ai lu aucune étude là-dessus, etc. C'est que mon expérience personnelle. Alors comment j'ai su quelle étude me correspondait le mieux? C'est en essayant en fait. Quand j'étais petite, j'aurais jamais imaginé faire de la communication scientifique un jour, j'aurais jamais imaginé parler devant une caméra comme ça, parce que je n'aimais pas parler aux gens du tout. J'étais très timide et très facilement intimidée, et j'aurais jamais imaginé que je prendrais du plaisir à parler devant des gens. Et que ça deviendrait mon métier, peut-être, un jour. Donc en fait, c'est en essayant. Des fois, on essaye des choses et ça marche pas, ça nous plaît pas. Je pense qu'il faut pas se forcer à continuer dans quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'on sera pas efficace, ça nous plaira pas et on va se pourrir la vie. Mieux vaut savoir se dire « Non, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, j'arrête, tant pis. Au pire, je perds quelques mois, je perds une année dans ma vie, c'est pas très grave. Et je reprends pour quelque chose qui me plaît. » Au final, on a l'impression que perdre une année, c'est énorme. Qu'on va rater notre vie à cause de ça, que plus personne ne voudra de nous parce qu'on sera trop vieux. Mais non, c'est pas vrai. 1 an, 2 ans, ça change pas grand-chose en réalité. Mes motivations pour suivre mon but concernant la chaîne, c'est de voir que ça plaît à des gens. Au départ, quand j'ai commencé la chaîne, je l'avais fait vraiment pour moi, pour essayer.
Et je me disais, bon, bah même s'il y a 10 vues, c'est pas grave. Je sais que les 10 vues, ça va être ma famille et mes amis. Et puis bon, bah c'est pas grave, je m'en fiche, j'ai pas envie de faire ça pour que ça marche. Puis petit à petit, il y a plein de gens qui viennent voir. Et il y a un moment fatidique où tu reçois le premier commentaire de quelqu'un qui n'est ni ta famille, ni tes amis. C'est quelqu'un que tu connais pas. Et là, tu te dis, ça veut dire qu'il y a des gens que je connais pas qui voient mes vidéos. Alors les choses qui me sont venues à l'esprit, c'est déjà, mais pourquoi ils font ça? Comment ils sont tombés là-dessus? Et ensuite, mais ça leur plaît en fait? Je fais pas tout ça non plus que pour que ça plaise aux gens. Je fais ça quand même pour moi. Le plus important, c'est que ça me plaise à moi. Je continuerai pas à me forcer. Si un jour je prends plus de plaisir à faire des vidéos, bah il y aura plus de vidéos, tant pis. Je me pourrirai pas la vie avec ça. Mais c'est quand même agréable de se rendre compte que ce qu'on fait, ça plaît aux gens. Donc ça motive quand même beaucoup. Les commentaires, etc., ça fait vraiment plaisir. Sinon, mes motivations, eh bien, savoir que le Banana for Scale gagne du terrain petit à petit, ça me rend très fière. Tu comptes passer au The Last Jeudi et Mini Space Up qui arrive. Placement de produit Inside. Eh bien oui, Jules, tu as raison de mettre ton placement de produit parce que ce sont deux choses qui le méritent. Alors, The Last Jeudi, c'est le dernier jeudi, hein, c'est un jeu de mots dont on est très fiers. C'est le dernier jeudi du mois, en fait, on décide de se retrouver tous les Space Geeks dans un bar pour le plaisir de se rencontrer, de discuter ensemble, de bien rigoler. Donc il y a des soirées à Paris, il y a des soirées à Toulouse, il y en a à Cannes. Le but, c'est qu'il y en ait un peu partout en France. S'il n'y a pas de The Last Jeudi encore vers chez vous, eh bien n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Je vous mets tout ça, comme d'habitude, dans la description. Parce que ce serait cool en fait qu'il y ait des réunions de Space Geek partout en France et dans le monde, parce que des Space Geeks, il y en a partout en France et dans le monde, donc si on se retrouve, c'est bien, c'est plein de copains. Space Up, c'est les mêmes organisateurs. C'est super sympa aussi, enfin je suppose, j'y suis jamais allée parce que le prochain a lieu le 10 juin, j'y serai. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore passé, mais à l'heure où je sortirai cette vidéo, comme je vais traîner au montage, je le sais, ce sera peut-être déjà fini, mais c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Le but c'est de réunir plein de fans d'espace, encore une fois, où chacun va pouvoir présenter quelque chose, une petite présentation. Ça peut être ouvrir un débat, ça peut être parler de sa vie. Enfin, la seule contrainte, c'est que ça ait un lien avec le spatial. Regardez le programme que je vous mets dans la description et n'hésitez pas à vous inscrire. Franchement, ça a l'air d'être top. Désolée, j'ai pas répondu à toutes les questions, il y en avait vraiment beaucoup. Ça m'a étonnée d'ailleurs, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc si j'ai pas répondu à votre question, eh bien gardez-la sous le coude parce que y aura peut-être une FAQ pour les 10 000 abonnés. Donc continuez de partager la chaîne autour de vous parce qu'au final, les 1000 abonnés, si on les a atteints, c'est grâce à vous.